Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro de Questions d'actu. L'avant-projet de loi de finances complémentaire pour 2020 a été au cœur des discussions lors du Conseil des ministres tenu hier sous la présidence du chef de l'État. L'introduction d'une loi de finances complémentaire, il faut le savoir, intervient lorsque le gouvernement juge nécessaire d'apporter des correctifs à certaines mesures prévues initialement dans la loi de finances de l'exercice en cours et intervient souvent pour traiter de questions conjoncturelles. Dans cet avant-projet de loi de finances, on y retrouve les promesses du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, notamment concernant le volet socio-économique visant à rehausser le pouvoir d'achat du citoyen algérien. Il a été également question de la rationalisation des dépenses. On sait qu'une courbe de 50% a été annoncée sur le budget de fonctionnement. Alors, quelle lecture faire de toutes ces décisions? L'Algérie a-t-elle les moyens de les réaliser? Comment ce projet de loi de finances répond-il aux besoins conjoncturels actuels? Nous en parlerons avec nos invités. Nous aurons avec nous M. Sami Agli, président du Forum des chefs d'entreprise, M. Moustapha Mekidesh, expert en économie, et M. Nabil Dma, expert financier. A tout de suite. Alors, messieurs, bonsoir. De nouvelles mesures ont été introduites hier dans cet avant-projet de loi de finances 2020 lors du Conseil des ministres. Il a été décidé notamment de réduire à 50% le budget de fonctionnement et la revalorisation du salaire minimum garanti de 2000 dinars à compter du 1er juin prochain, l'exonération des d'impôts des revenus inférieurs ou égaux à 30 000 dinars à compter du 1er juin prochain. Pour entamer le débat, je vous demanderai tout d'abord, à vous trois, la lecture que vous en faites de ces décisions dans la conjoncture actuelle. Monsieur Mekidesh, à vous la parole en premier. Oui, ce qu'on peut noter, c'est que ce sont des mesures qui étaient déjà dans le programme présidentiel. Donc, c'est une promesse qui est tenue. Donc, la question est de savoir, avec les développements nouveaux, notamment l'aggravation de la crise, parce qu'on était en crise déjà en 2019-2018, est-ce que donc, les sources de financement de ces mesures, donc, qui visent donc, à la cohésion sociale, donc à remobiliser, donc à avoir un front social mobilisé, puissent être financées sans que ça bouleverse, disons, les grands équilibres intérieurs et extérieurs. C'est ça la vraie question. Alors, donc, il s'agit vous l'avez dit, donc, de la suppression d'IRG pour les revenus de moins de 30 000 dinars, qui était une vieille revendication syndicale, mais également donc, de remonter le SNMG à 20 000 dinars. Alors la question, c'est que ça va être donc des charges supplémentaires sur les entreprises qui sont par ailleurs dans une situation d'endettement, elles aussi, pas uniquement accentuée par la crise du coronavirus. Tout à fait. Alors comment régler tout ça? Je pense que là, c'est une problématique. Il va falloir donc chiffrer ça de façon précise. On va revenir sur les ressources financières qu'il faudra développer à l'avenir. Le deuxième aspect, qui est problématique, parce que là, il s'agit de voir les choses en profondeur et de ne pas être superficiel. Est-ce que donc, la réactivité de l'administration et des secteurs peut permettre de réduire le budget de l'État de 50%, le budget de fonctionnement de 50%, sachant qu'il y a un autre objectif. Sans toucher les salaires. Sans toucher les salaires, absolument. Alors, sur quelle variable, disons, de charge l'État, donc les secteurs vont s'appuyer pour pouvoir réaliser ces économies dans un laps de temps d'un semestre. Il nous reste un semestre pour pouvoir atteindre les 50% de réduction du budget de fonctionnement sur l'année. Ça exige. Donc, il y a évidemment donc, des pistes qui ont été suggérées par le président de la République lors de sa dernière intervention avec les responsables de presse, qui sont-elles suffisantes? Alors, je me demande si ce n'est pas ça qui a amené donc, le Conseil des ministres à prendre encore une semaine ou une dizaine de jours supplémentaires pour affiner, si vous voulez, et chiffrer l'ensemble de ces paramètres pour en préciser les conditions de mise en œuvre. Monsieur Agli, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le gouvernement tend à protéger le pouvoir d'achat des Algériens en augmentant le SNMG et en supprimant l'IRG pour les salaires à bas revenus? C'était une priorité pour renforcer la cohésion sociale. Qu'est-ce que cela indique finalement?
Oui, effectivement, dire que l'augmentation du SNMG de 2000 dinars va réellement impacter le pouvoir d'achat, ça on verra, parce que réellement, la moyenne aujourd'hui des salaires n'est pas dans cet ordre de 18 000 dinars. C'est vrai que l'augmentation elle a été demandée depuis longtemps, ça devait faire l'objet de discussions lors des tripartites. Mais le président de la République, je pense qu'il c'était un engagement de campagne dans son programme et il est passé à l'acte, à savoir la décision. C'est une bonne chose en elle-même. La réduction ou l'annulation, je dirais, de tout ce qui est imposition des salaires de 30 000 dinars et moins elle-même, je pense, c'était aussi une demande ancienne qui, encore une fois, le président est passé à l'acte, à savoir la décision de le faire tout de suite. D'une manière générale, le but aujourd'hui, c'est de prendre des mesures pour maintenir effectivement le pouvoir d'achat. Et quand on dit pouvoir d'achat, ça concerne les employés. Et aussi l'autre souci qui est parallèle à celui-là, qui est garantir la trésorerie des entreprises. Parce que quand on dit pouvoir d'achat, ça concerne l'employé, mais la trésorerie, ça concerne les entreprises. Et sans les deux, on ne peut prétendre à cette nouvelle économie dont nous tous, nous aspirons. Vous dites aujourd'hui que les entreprises sont en difficulté financière. Oui, bien sûr. La difficulté, je pense qu'elle n'est pas uniquement de suite à cette situation de Covid, mais la difficulté, elle est ancienne, elle remonte à 2018 et c'est compliqué en 2019 avec tout ce qu'on a vécu. Et là, bien sûr, l'arrivée, je dirais, en janvier, on a vu que les choses allaient reprendre. Hein. Il y avait un peu de cette confiance qui manquait, je dirais, aux acteurs économiques pour relancer. On avait beaucoup d'acteurs économiques qui ont relancé leurs projets en études et tout ça. Mais malheureusement, cette crise du Covid vient compliquer les choses, en plus aggraver en plus avec la baisse des prix du pétrole, certainement, il fallait s'attendre à une rationalisation, je dirais, des frais de fonctionnement de l'État, ce qui est normal. Mais quand on dit rationalisation, il faudrait aussi avoir les moyens de sa politique. Si on veut relancer une économie forte et rapide, il faut qu'on puisse aussi avoir des institutions et des structures de l'État bien structurées pour pouvoir accompagner les acteurs économiques et être à la hauteur, je dirais, de cette volonté et de cette relance économique dont nous tous nous demandons et nous voulons. Très bien. Monsieur Djuma, votre avis sur la question, sur ce projet, cet avant-projet de loi de finances, discuté hier lors des conseils des ministres et comme l'a rappelé Monsieur Mekidech, qui devra être enrichi dans la semaine à venir. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, selon les économistes, il faut aller vers l'économétrie. C'est-à-dire, on peut lancer des… C'est vrai, cette LFC devrait permettre de corriger un nombre de dispositions de la loi de finances de 2020 où il y avait beaucoup d'erreurs techniques et il y avait beaucoup d'erreurs dans la loi de finances. Donc, cette LFC, elle vient corriger les erreurs, notamment techniques. C'est un peu l'objectif des LFC, hein. Ils sont là généralement pour répondre à des situations conjoncturelles. Oui, bien sûr, afin d'opérer des ajustements budgétaires qui ont une tendance à offrir des options souples au pays. Parce qu'aujourd'hui, nous savons, là, avec ce qui se passe avec la pandémie et tout, c'est une crise singulière dans le monde. On n'a jamais vu une crise. Elle ne ressemble ni à celle de 29, ni à celle de 2008. Donc, c'est une crise singulière qu'elle a touché tous les pays du monde, malgré les puissances, même le G20, ils ont tous été touchés. Maintenant, notre LFC, c'est vrai, elle va corriger parce que notre loi de finances 2020, il y avait beaucoup d'erreurs qu'on a déjà, c'est-à-dire expliquées. Et aujourd'hui, nous voyons, c'est-à-dire maintenant, avec l'orientation économique du pays dans le contexte de la pandémie, donc il s'agit maintenant de la réduction substantielle de la facture des importations, donc du fait de l'aménagement des recettes d'hydrocarbures, la réduction significative des budgets de fonction de l'État, mais est-ce qu'on peut appliquer les 50% ? Si on va faire la recherche opérationnelle et les tenants, les aboutissants de l'économie algérienne, est-ce qu'on peut toucher surtout le budget de fonctionnement? Parce que apparemment le budget de fonctionnement,
c'est 75%, c'est des salaires du secteur public. Donc, est-ce qu'on D'autant peut qu'il a affirmé que les salaires ne seront pas touchés. Et d'autre part, on parle de pouvoir d'achat et on parle d'élever le pouvoir d'achat des Algériens. Donc Est-ce là, qu'il n'était pas nécessaire aujourd'hui de protéger ce pouvoir d'achat en vue d'une inflation qui se creuse, hein? Oui, mais par exemple, bon, c'est vrai, on a fait la réduction de la facture des services, c'est une bonne chose. Réduction des dépenses d'exploitation, notamment d'investissement de la Sonatrach de 7 milliards de dollars. Donc, il y a eu c'est vrai, il y a eu des corrections. Il y a eu des corrections réelles. Mais, c'est-à-dire, mais maintenant, pour parler, c'est-à-dire économiquement, il faut voir les programmes, d'où on va, comment on va réduire 50%, c'est-à-dire d'emblée. Alors, vous venez à vous anticiper un peu sur ma prochaine question, hein. C'est une question que tout le monde se pose aujourd'hui, avec des prix du pétrole en chute libre, la fonte des réserves de change et le bouleversement sanitaire que connaît notre pays. Je pense que revoir le texte de loi 2020, de la loi de finances, cet avant-projet de loi de finances est sans doute une obligation. Comment l'État va financer ces décisions? Vous y avez un peu répondu avec les décisions annoncées par le chef de l'État, sachant qu'il a également refusé de recourir au financement extérieur, hein, ni FMI, ni Banque mondiale, et pas de convention. Oui, justement. Non conventionnel. Donc, quelle alternative nous reste-t-il? Non, pour le financement extérieur, je crois. Oui, pour le financement extérieur, je crois que le président de la République n'a quand même pas rejeté de façon globale le recours au financement extérieur. Par exemple, je cite, donc ça c'est l'exemple qu'il a donné, dire que s'il y a un projet sur lequel donc, je fais un investissement de 1 et qu'en retour donc, je reçois 2, je le fais. Donc c'est ce qu'on appelle le project financing, c'est-à-dire que les projets qui peuvent générer leurs ressources en devises et qui sont profitables du point de vue des résultats et de la valeur ajoutée, ces projets-là, il n'a pas été exclu de les reporter. Je pense par exemple aux grands projets dans le domaine minier, dans le domaine des hydrocarbures, de la pétrochimie, etc. Donc il y a eu quand même, à mon avis, de ce point de vue-là, une position beaucoup plus nuancée que celle qui était donc de refuser totalement les crédits conditionnés. Là, donc, le recours à un financement sous conditionnalité, et qui ont donc pour objectif un peu d'engager un certain nombre de changements qui ne sont pas souhaités ou voulus donc par les autorités. Ça a été refusé. Donc, mais sur les aspects liés par exemple aux grands projets, notamment dans l'énergie, dans l'électricité, dans les mines, dans l'ensemble des pistes qui ont été suggérées dans sa dernière intervention, le président de la République n'a pas fermé cette voie entièrement. Donc, je voulais simplement le dire. Je vous reprendrai sur les alternatives qui nous restent. Vous en faites la même lecture, M. Aigli, aujourd'hui. Ce qu'on a compris aujourd'hui, c'est que le chef de l'État refuse d'aller vers un endettement extérieur. Oui, je suis aligné effectivement avec la réflexion de M. Mekidesh, à savoir qu'il y a différence peut-être entre aller faire un recours à l'endettement extérieur auprès de fonds monétaires ou d'une banque mondiale et un financement lié au projet, un project financing. C'est deux choses différentes. Les projets peuvent se financer par des bailleurs de fonds, par des investisseurs, par des crédits acheteurs, par d'autres. Oui, mais le recours au FMI et à la Banque mondiale a été bien refusé. Oui, mais là, on est aligné sur ça, que le président a mis une ligne rouge sur ça, à savoir pas de recours au FMI, là, ça nous lie directement un plus à maintenir notre indépendance, je dirais, et notre souveraineté, parce que le FMI nous rappelle de mauvais souvenirs, de mauvaises expériences de notre pays, surtout des conséquences drastiques sur des décisions imposées. Alors, quand on parle aujourd'hui, on a un avantage certain par rapport à plusieurs d'autres pays, à savoir qu'on est un pays qui n'est pas endetté. Ça nous laisse, mine de rien, si on veut relancer l'économie, on peut baser sur ça. Ça nous laisse une marge de manœuvre assez importante dans les négociations libres, bien entendu, à préparer, je dirais, l'environnement économique et les réformes profondes à apporter pour pouvoir accompagner
cette nouvelle réforme, je dirais, économique. En tout cas, nouveau modèle économique. Le deuxième bémol. Nous vivons dans une situation assez spéciale, c'est que le monde va complètement changer. Les modèles économiques qu'on a connus jusqu'à maintenant ou la manière de commercer qu'on a connue jusqu'à maintenant va complètement être bannie. Ce qui fait il faut se préparer, même nous, à changer complètement d'une manière profonde notre modèle économique. Oui, monsieur Mekidé. Oui, le deuxième, je voulais dire simplement pour épuiser le sujet, enfin en partie, sur le recours donc au financement extérieur. La deuxième piste qui n'a pas été également écartée, c'est celle des crédits concessionnels, c'est-à-dire donc pour réaliser un certain nombre d'infrastructures. L'exemple qui a été cité, c'est le port, je pense au Cherchell en particulier, donc à ces crédits à long terme avec des remboursements différés et à des taux qui sont très faibles, qui peuvent permettre d'être mobilisés dans des relations économiques rénovées avec les États, avec un certain nombre d'États avec lesquels nous avons notamment des échanges importants. Je pense à la Chine, je pense à l'Union européenne, je pense à d'autres pays. Donc ça n'a pas été éliminé. Donc, ce que je veux dire, c'est que le recours donc, au financement extérieur n'est pas complètement annulé, et qu'il peut y avoir des cas, il va y avoir probablement donc des cas par le project financing, par les crédits concessionnels, un appel d'air à ces ressources pour disons diminuer la pression qui est faite sur notre balance des paiements et sur nos réserves de change, de sorte à rester pour l'année 2021 donc 2022 rester autour de un peu moins de 50 milliards de dollars de réserves, ou 40, qui permettront donc, si vous voulez… Dans les 44 d'ici 2021. 44, voilà, 40 et 50 milliards de dollars, qui permettent encore, si vous voulez, de mettre en œuvre les visions de nouveaux moteurs de la croissance qui ont été identifiés par le président de la République dans sa dernière sortie auprès de la presse. Monsieur Dumas, vous en parliez tout à l'heure, vous avez donné quelques réponses sur les alternatives qui s'offrent aujourd'hui à l'État pour financer tous ces projets. Vous avez parlé aussi de l'importance de ne plus faire appel aux services, de faire appel maintenant à nos compétences, ce qui est revenu très largement dans le discours du chef de l'État également, et de réduire cette facture d'importation en annulant également la surfacturation, ce qui nous permettrait d'engranger pas mal de biens. Oui, nous pouvons préconiser, c'est-à-dire avec la réduction, avec la fermeture de tous les cabinets d'experts qui, vous savez, le montant des services pendant 15 ans, c'est 13 milliards de dollars par année, entre 11 et 13 milliards. Donc, ça chiffre à 130, 140 milliards dans 15 ans. Donc, c'est trop. Maintenant, on peut faire des économies en fermant ces cabinets. Même par exemple, l'Algérie a exclu de contracter des prêts. Ils ont parlé de prêts, donc des prêts au Fonds monétaire et la Banque mondiale. Là, il y a des accords cadres de financement, comme les accords cadres de financement que les banques commerciales peuvent signer par le biais pour financer notre économie, nos investissements par des accords cadres. Il y a le crédit acheteur, il y a le crédit fournisseur. Donc, on peut aller avec la Chine, avec les banques asiatiques, avec les banques européennes, comme on a fait auparavant, mais avec des conditions financières serrées. C'est-à-dire, pour aller à l'FMI, nous avons dévalué le dinar. Il faisait, dans les années 91, $1, il faisait 7 dinars. On est passé au FMI, à la Banque mondiale, par le programme d'ajustement structurel. En 99, $1, il faisait 68 dinars. Donc, c'est 8,5, 9 fois. 9 fois, ça fait, en pourcentage, c'est 900 fois. C'est-à-dire, on a assisté à la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, et on n'a pas vu de pays dévaluer leur monnaie 900 fois. Donc, on a détruit notre économie. C'est pour cela que le président a exclu de contracter des prêts avec l'FMI et la Banque mondiale. Ils ont détruit notre économie pendant la décennie. Donc, aujourd'hui, nous avons un stock d'or qui est de 160. Oui, l'alternative, nous avons un stock d'or qui équivaut à 173,6 tonnes d'or. Donc, c'est des garanties réelles. Et nous avons 60 milliards de dollars de réserves. On peut contracter
c'est-à-dire des prêts, des crédits acheteurs et fournisseurs, et nous avons les garanties nécessaires. Nous n'avons pas de problème d'aller à ces financements parce que nous avons un déficit d'investissement en Algérie qui vaut 200 milliards de dollars selon les experts internationaux. Nous avons des ressources, comme il a parlé le président de la République, nous avons des ressources, des exploitations de mines, nous avons de l'or, l'exploitation d'Ams Messa qui est à l'arrêt pour des investissements directs. Donc, nous avons beaucoup de ressources qu'on n'a pas exploitées pour l'instant pour, c'est-à-dire endiguer le problème qu'on est en train de, surtout de financement. Actuellement, on a des problèmes de financement de notre investissement. C'est pour cela que le président a précisé qu'il est exclu d'aller vers le FMI et la Banque mondiale parce que leurs conditions, elles sont très sévères et on a l'expérience des années 90. Donc, c'est ça. Oui. Oui, monsieur Egli. Alors, je vous redonnerai la parole, monsieur Mekidesh. Monsieur Egli, là, monsieur Juma parle d'investissement qu'il faudrait peut-être mettre en place pour booster l'investissement chez nous. C'est ce que vous attendez aujourd'hui, vous, en tant que patronat? Des mesures incitatives pour faciliter l'investissement? Nous, l'organisation patronale, le Forum des chefs d'entreprise, je pense que nous étions les premiers, si j'ose dire, à parler d'alarme de cette réforme bancaire et depuis mars, pratiquement, on a une position, mais je rejoins complètement Jema, à savoir aujourd'hui la réforme du. On vous reçoit très mal, monsieur Egli. Je vous reprendrai si votre connexion nous le permet. Monsieur Mekidesh, vous vouliez intervenir sur la question? Oui, j'avais deux remarques. Moi, je pense qu'effectivement, donc, il y a deux types d'actions. On vous reprendra, monsieur Egli. Oui. Celle de réduire effectivement donc, les capacités, donc les dépenses, notamment en devises, et également d'élargir également les exportations. Alors, sur l'aspect lié donc, à la réduction, je pense l'idée que donc les surfacturations ont coûté donc, et elles vont disparaître progressivement par une démarche plus vertueuse que dans le passé. Ça, c'est une idée importante. Pourquoi? Parce qu'il était connu dans le monde des affaires que les projets d'investissement en Algérie étaient en moyenne par rapport aux pays de la région MENA. Les pays de notre région Maghreb, les pays arabes, étaient à peu près de 15 à 20%. Ça, c'est un minimum supérieur par rapport à la norme de réalisation dans ces pays-là, ce qui était donc une forme, si vous voulez, de mesure de ces surfacturations. Donc ça va diminuer. Donc, si vous voulez, la pression à la fois sur la balance commerciale et sur la balance des paiements. Et il y a aussi le factoring comme technique qui peut permettre de diminuer. Donc, et je pense qu'on est mieux que moi ce type de techniques qui peuvent permettre, si vous voulez, de mutualiser un certain nombre d'importations et de diminuer les coûts in fine que vont supporter les opérateurs et la balance des paiements et les banques en Algérie. Donc ça, c'est des aspects sur lesquels il va falloir donc revenir. Sur les services également, je pense que là, donc la volonté donc de diminuer les services au moins dans deux directions. La première a été déjà donc indiquée très largement. Donc, c'est celle donc, de développer tout ce qui est industrie numérique, en software, mais également en hardware, et également donc, de développer les capacités d'engineering qui ont été laminées. Je le rappelle, moi j'étais donc fondateur et directeur général d'une entreprise d'engineering, celle du secteur pétrolier, qui déjà dans les années 80 a pu exporter les services pétroliers et les services d'autres biens qui étaient produits en Mauritanie, en revampant la raffinerie de Nouadhibou et en Libye pour soutenir la pétrochimie libyenne à Ras Lanouf. Je ne vois pas pourquoi ce qu'on savait faire dans les années 80-90, on ne sait plus le faire maintenant et qu'on a liquidé toutes les capacités d'engineering pour laisser des projets impactés sur lesquels précisément les surfacturations pouvaient se faire. C'est ça le mécanisme, si vous voulez, qu'il va falloir détricoter pour aller à des mécanismes vertueux. Et je pense que là, on peut avoir des gains. La même chose pour notre pavillon national. Je comprends mal que dans les années 70, donc on exigeait que les importations pour les biens d'investissement, c'était à la Sonatrach à l'époque, il était obligatoire d'avoir 50% couverts par la CNAM.
par le pavillon national, et on se retrouve en 10 ans avec quelques pourcents, 3 à 4% couverts par le pavillon national. Donc, toutes ces pistes-là ouvrent des perspectives pour notre secteur privé qui doit s'engager dans ce type d'activité, y compris d'ailleurs au passage pour les banques. On n'a pas une entreprise, donc une banque privée algérienne, c'est quand même inacceptable. Donc, alors qu'il y a de l'argent. Pour la banque, le secteur bancaire, tout le monde appelle à la réforme du secteur bancaire. Des pistes qui ne sont pas des pistes virtuelles, qui sont des pistes réelles qu'on peut, donc avec l'appui qu'on peut faire au secteur privé, un secteur privé qui est dynamique et qui commence à montrer ses capacités, je pense qu'il va falloir soutenir dans cette direction. Alors, M. Agui, je vous redonne la parole. Tout à l'heure, votre connexion n'était pas au point. Oui, voilà, vous pouvez reprendre votre idée. En fait, le but dans tout ça et surtout les défis qui nous attendent, c'est énorme, hein, parce que quand on parle de réforme, il y a énormément de résistance déjà aux réformes d'une manière générale. C'est pour ça qu'il faut être vraiment prêt pour faire des réformes profondes. Moi, je pense qu'on ne peut prétendre à cette nouvelle, je dirais, économie. On a parlé de ce qui s'est passé, la mauvaise gouvernance, parce qu'aujourd'hui, la crise, elle est aussi, c'est une conséquence d'une mauvaise gestion et d'une mauvaise gouvernance du pays, ce qui fait financer à tout va l'ensemble des projets, qui soient économiques ou sociaux ou autres, sur le fonds de l'État, sur le budget de l'État, sur le trésor de l'État, sans penser rentabilité ni retour sur investissement. Ça, c'est des choses, encore une fois, qui ont prouvé leur échec. Vous imaginez, on construit un aéroport, mais on le construit sur le trésor public. Il démarre par 100, mais il finit à 150. Personne ne pose la question. Ça, si on était dans des financements où le risque était là par les investisseurs, les gens, on n'aurait jamais vu ce genre de dépenses ou ce genre, je dirais, gaspillage, si j'ose dire, fait. C'est pour ça que la surfacturation est devenue un sport, je dirais, pratiquement national. Tout le monde faisait de la surfacturation. Il n'y avait aucune éthique en affaires, que ce soit du côté public ou que ce soit du côté privé. C'est pour ça qu'il faut d'énormes réformes dans ce sens. On ne peut changer ça si on ne commence pas par la réforme bancaire. Nous, on le dit haut et fort à chaque fois, la réforme bancaire, c'est la mère des réformes. C'est la première grosse réforme par laquelle on doit commencer. Sinon, en fait, on va se retrouver sur les mêmes problématiques. Vous parlez de digital, vous parlez d'économie numérique, vous parlez d'économie de demain. Ben, tout ça existe aujourd'hui. Il existe, on a des jeunes qui font des choses merveilleuses, des entreprises, mais elles sont confrontées toujours au système de la banque. Il n'est pas normal qu'on se retrouve à 80% en 2000, à 80% de nos banques, c'est des banques publiques. J'ai rien, bien entendu, contre les banques publiques, mais il faut avoir des petites banques pour les TPE, pour les PME, pour les start-up, pour l'agriculture, des banques en région. Tout ça, on a besoin d'en multiplier les banques. Les banques islamiques, c'est une réponse directe à l'informel. Beaucoup de gens dans l'informel refusent de travailler avec les banques ordinaires. Il faut respecter encore une fois ça et aller vite dans la multiplication. On salue bien entendu la décision du président de la République d'ouvrir la banque, sauf qu'il faut rappeler, pour faire une banque, il faut 20 milliards de dinars. Il faut 150 millions de dollars. Il n'y en a pas beaucoup de gens qui peuvent mettre ces moyens-là, malheureusement, en Algérie. Mais d'une manière générale, il faut mettre de l'éthique aujourd'hui en affaires, de l'éthique dans notre démarche et surtout un raisonnement économique sur l'ensemble des décisions qui vont être prises. Si aujourd'hui une entreprise est rentable, qu'elle soit publique ou privée, si elle est rentable, elle doit être maintenue. Si elle n'est pas rentable, elle doit fermer. On a vu malheureusement des entreprises publiques subir des pertes et le Trésor venait à la fin de l'année et les pensait le déficit pendant une année, 2 années, 10 ans, 20 ans. C'est pas normal tout ça. On parle de peu de ressources aujourd'hui. On parle d'avenir de nos enfants. C'est pour ça qu'on doit réellement s'aligner, soutenir le secteur privé comme ça n'a jamais été fait. Il faut le faire. C'est qu'à travers le secteur privé aujourd'hui qu'on peut, bien entendu, relancer la machine. Quand je dis secteur privé, bien sûr, on a besoin d'un champion dans le public. Mais on parle de partenariat privé-public, de développer ce partenariat public-privé aussi. Public-privé, mais même le partenariat privé-privé, on ne l'a pas connu avant. C'est que les gens s'associent très peu en Algérie entre eux. Et on peut avoir une entreprise qui a une super idée, un super projet, qui manque de moyens. De l'autre côté, on a une entreprise qui n'a pas de projet, mais elle a des ressources. Il faut réellement vulgariser ça. Et d'une manière générale, un changement profond, vraiment rupture de ce qui a été fait. Et basé sur ce qui se fait de mieux, les meilleures pratiques dans le monde et raisonner économiquement.
rentable, on maintient, pas rentabilité et pas de retour sur investissement, qu'il soit public, qu'il soit privé, qu'il soit institution. Il faut bien sûr sévir et, et agir rapidement. Alors voilà, nous avons perdu M. Nabil Jmaa qui n'a pas pu malheureusement se reconnecter avec nous. Nous allons poursuivre tout de même ce débat. M. Egli, vous avez parlé de l'importance de la réforme bancaire dans votre précédente intervention. Aujourd'hui, il y a une autre alternative qui s'offre à nous et dont le chef de l'État justement l'a évoqué, c'est ce recours à l'informel, cette récupération de cette manne qui représente une manne assez importante pour le Trésor. Il faudrait aujourd'hui mettre des mesures incitatives qui puissent les attirer. Ben, l'informel, en fait, il est lié directement à la confiance. Il faut leur donner de la confiance, beaucoup de confiance. Ces gens-là, ils travaillent, ils ne sont pas en confiance, ils ont toujours subi, je dirais, ils sont habitués à cette méthode de travail. Malheureusement, c'est une réalité. Ça représente plus de 50% pratiquement de notre économie. C'est pour ça qu'il faut aller vite dans la réforme de l'informel et trouver des mécanismes pour le capter. J'ai parlé de la réforme bancaire, j'ai parlé de la banque islamique. La banque islamique, le président de la République l'a mise, c'était un engagement de campagne et là, il passe encore une fois à l'acte, à savoir la généralisation et la possibilité d'ouvrir d'autres banques islamiques et généraliser à travers le pays. Encore une fois, ouvrir une banque, c'est pas facile parce qu'il faut 20 milliards de dinars de capital, il faut 150 millions de dollars pratiquement. Très peu d'entreprises peuvent aujourd'hui aller à la création de cette banque, de ces banques, mais par contre, utiliser déjà le réseau existant en vulgarisant le service finance islamique. Il faudrait qu'on trouve des mécanismes réellement pour le capter. La suppression de la TAP doit s'accélérer et aller vite. Vous avez toujours demandé. La suppression de la TAP, ce qui était un engagement du président de la République, la TAP représente aussi un frein à rendre, je dirais, l'informel formel, si j'ose dire. Mais d'une manière générale, l'informel, il représente beaucoup d'argent, il représente énormément d'argent. À peu près combien? On a une estimation? Écoutez, nous, on l'a toujours dit, c'est entre 60 et 80 milliards de dollars. Ça peut monter à plus de 80, ça peut être légèrement moins de 60. Mais réellement, il représente beaucoup plus que le formel. Il est aujourd'hui autour de nous, c'est notre quotidien, c'est notre vie. C'est pour ça que il faut réellement trouver des mécanismes de capter. Le fait de le rendre formel, nous en sommes gagnants. Le fait de mettre cette compte masse monétaire dans les banques, elle va refinancer l'économie, nous sommes gagnants. C'est pour ça qu'il faut mettre beaucoup de confiance. Ça peut se faire par un engagement de très haut niveau, à savoir le chef de l'État, sur réellement sécuriser les gens. S'ils mettent leur argent dans les banques, aucun agent de l'administration ni aucune administration ne peut réellement leur poser la question. Bien entendu, il faut s'assurer que cet argent ne vient pas d'activités criminelles et autres, mais juste rassurer ces gens-là. L'informel est une solution à la crise. On veut chercher d'autres moyens de financement, donc, qui peut être réellement un réel moyen de financement de notre économie. Monsieur Messidesh, vous pensez que l'informel peut être une alternative? Oui, moi je pense que c'est un élément de réforme centrale pour la nouvelle économie. Donc on ne peut plus continuer à avoir une situation où entre 60 et 100 milliards de dollars sont des encaisses oisives qui sont donc pas utilisées dans l'économie. Il va falloir donc sortir de cela. D'ailleurs, cette première mesure de supprimer l'IRG donc au-dessous des revenus de 30 000 dinars est un facteur de formalisation parce que donc le traitement de cette question d'informel doit être différencié, doit être segmenté et sur les aspects si vous voulez bancaires, il y a eu une expérience passée qui a été faite sous le régime précédent de formaliser donc les dépôts bancaires de ces encaisses oisives et de les libérer fiscalement en payant 7%, ça n'a pas donné. Il ne faut pas aller vers le paiement, ni paiement 7%, ni 1%. Oui. Non, ça c'est votre point de vue qui sera accepté ou pas accepté par d'autres. C'est pas la question. La question, c'est de savoir l'efficacité. Vous l'avez bien dit, je suis d'accord avec vous, c'est la confiance. Donc, lorsque la confiance sera rétablie, et lorsque donc il y a un engagement des plus hautes autorités de l'État d'assurer, si vous voulez, à ces mouvements de fonds, donc vers la formalisation, donc le droit de propriété, parce que c'est de ça qu'il s'agit, qui est un droit constitutionnel. Je pense que les choses
nous sommes dans une situation différente. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon, les formules peuvent être… sur la finance islamique, Voilà, Pardon? J'allais y arriver. M. Agli en a parlé. Ça a été traité également hier lors du Conseil des ministres. Donc, ça va être un véhicule également intéressant, sauf qu'il faut, donc il faut relativiser. Donc, je discutais donc au cours d'un séminaire à Istanbul avec le ministre des Finances de la Turquie pour lui dire quelle est la part de la finance islamique dans l'ensemble des mouvements bancaires, dans des mouvements financiers et monétaires et d'investissement dans le pays. Donc, il avait dit c'est 1%, quelques pourcents simplement. Je vous parle d'il y a quelques années. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la seule solution, c'est une solution d'accompagnement utile qu'il va falloir mettre en place, mais ne pas également en surestimer les effets. Sur l'autre aspect, donc, il faut qu'on sorte du syndrome Khalifa, il faut que le secteur privé, notre secteur privé, se mutualise, donc, et puisse faire des banques d'investissement, des banques de toute taille d'ailleurs, ça peut être des banques locales pour pouvoir financer des micro-projets, pour relayer l'effort que l'État fait en matière budgétaire avec les fonds qu'il a mis en place. Et ça, je pense, donc, ça peut être également un outil d'accompagnement intéressant aussi. Alors, on sait qu'aujourd'hui, les enjeux sont énormes, d'où la nécessité d'avoir peut-être une vision et une projection à long terme, ce qui nous manquait peut-être auparavant. S'agissant de l'investissement, les propositions d'aménagement formulées concernent de nombreux secteurs, tant d'apporter des allègements demandés par les opérateurs économiques, notamment ceux porteurs de projets d'investissement, en particulier dans le domaine de la micro-entreprise et des startups. On a vu qu'il y avait il y a une particularité sur ce secteur-là. Le chef de l'État insiste énormément. Il y a eu des ministères, des portefeuilles qui ont été créés. Est-ce qu'aujourd'hui, ce projet de Restart Algéria peut également apporter un plus pour l'Algérie? Oui, pardon, on vous a pas entendu. Vous ne m'avez pas entendu. Non, j'ai parlé pendant 1 heure. D'accord. Je reprends. Je reprends. Alors, je disais, Monsieur Agli, aujourd'hui, les enjeux sont énormes, d'où la nécessité d'avoir une vision, une projection à long terme, ce qui nous manquait peut-être auparavant. S'agissant de l'investissement, les propositions de réaménagement formulées concernent de nombreux secteurs, étant d'apporter des allègements demandés par les opérateurs économiques, notamment ceux porteurs de projets d'investissement, en particulier dans le domaine de la start-up. Alors, on voit aujourd'hui que le gouvernement mise réellement sur ce secteur-là. On veut relancer aussi le l'ANSEJ à travers un nouveau programme, la Restart Algéria. Est-ce que aujourd'hui, les start-up peuvent réellement aider à faire décoller notre économie? Et c'est lié directement par l'écosystème pour aller vers en fait, réellement de l'économie par les startups. Mais les startups, effectivement, ils vivent dans les métiers de demain, ils vivent dans des métiers qu'on n'a pas connus avant. Ils travaillent d'une autre manière. On voit le monde aujourd'hui est en train de changer. C'est au plus rapide qui sont en train d'imposer aujourd'hui, de dessiner l'économie mondiale. C'est pas au plus gros. Les plus gros, c'était avant. C'était les pétroliers, les banquiers et les grands groupes industriels qui faisaient l'économie du monde. Et maintenant, c'est les plus rapides. Les plus rapides, c'est les startups. On est en plein dedans. Mais quand on dit start-up, c'est subordonné directement vers l'écosystème de bout en bout. Et dans l'écosystème, c'est les réformes, c'est la bureaucratie, c'est la banque, c'est vraiment tout ça. Les startups, on en a beaucoup qui sont en train de travailler, mais ils travaillent, ils s'adaptent. En fait, ils ont toujours ce plan B pour se faire payer. Vous voyez, les développeurs d'applications, par exemple, comment ils peuvent vendre leurs applications sur Google, sur les plateformes de Google ou les plateformes de Apple? Ils ne pourront pas avec le système bancaire actuel, c'est très, très compliqué. C'est pour ça, et ils développent leurs applications, mais ils se font payer en grande partie à l'étranger. Ça, il faut faciliter tout ça. Il faut réellement vulgariser tout ça. Vous avez parlé de cette économie de demain, l'économie digitale liée principalement start-up. Le premier facteur, c'est d'avoir un bon débit Internet. Je pense que c'est le préalable. On en a souffert aujourd'hui déjà. Oui, c'est le préalable. Nous, on est en télétravail. Beaucoup de
de représentants, de membres du forum sont en télétravail, nos entreprises. Le forum lui-même était en télétravail, mais la productivité était très peu, liée principalement à cette mauvaise connexion et généralisation de l'Internet. Oui. Alors, oui. Alors, il faut qu'on soit changer d'une manière profonde dans ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Alors, je disais tout à l'heure, la loi de finances est basée sur un baril de référence à $50. Monsieur Mekides, est-ce qu'il faudrait consentir à un prix de baril inférieur quand on sait que la fiscalité pétrolière est en baisse? Oui, je voulais juste ajouter oui, vous voulez rebondir sur la question, oui. Oui, sur le fait que effectivement, donc les startups constituent tout un nouveau monde, un nouveau système qu'il va falloir soutenir et qu'il va falloir d'autant plus soutenir qu'il ne demande qu'une faible capitalisation, et qu'il est agile et qu'il s'adapte et qu'il constitue également ce qu'on appelle l'un des fondements de l'économie fondée sur la connaissance et qui est donc de plus en plus généralisable. Mais ceci ne veut pas dire qu'il faille oublier de marcher avec l'autre pied, celui des grands groupes industriels qui vont être orientés massivement vers l'exportation et qui doivent s'appuyer précisément sur cet écosystème si vous voulez, de start-up et d'intelligence, finalement, de façon plus générale, qui va les accompagner. L'un ne va pas sans l'autre. Ceci dit, il y a un nouveau cahier des charges qui doit être présenté pour les industries, par le ministère de l'Industrie. Oui. Question que vous évoquez sur le cadrage budgétaire qui va être revu, forcément. Donc, le cadrage budgétaire en matière de recettes était basé sur une fiscalité pétrolière avec un prix du baril à $50, n'a plus de signification. Donc, en 2019, nous avions 34 milliards de recettes pétrolières et gazières d'exportation. En 2020, si les hypothèses qu'on peut axer, c'est entre 17 et 20 milliards de dollars dans le meilleur des cas. Et ça signifie que la fiscalité pétrolière en termes de ressources va diminuer de façon significative et il va falloir s'ajuster aussi. Donc voilà un peu les éléments et il va falloir faire dans la transparence parce que pour autant que les prévisions qui sont mises en place soient des prévisions qui soient bien étudiées. Monsieur Agli, oui. Vous voulez intervenir dessus, oui. En fait, la réalité va imposer ses règles. Rêver ou penser, si j'ose dire, un baril à $100 comme on l'a connu avant, c'est fini. Tous les experts vous diront on ne reviendra plus vers ça. Être baser la loi de finances sur un prix de $50, oui, si jamais on n'arrive pas à $50, qu'est-ce qu'on fera? Moi, je pense on n'y est plus déjà. Hein. On n'y est plus. Si la réalité va imposer ses règles, mais de toute façon, moi, je pense c'est l'occasion aussi d'être indépendant aujourd'hui de cette pétrolière basée sur la pétrolière. Je pense elle nous a pas rendu service avec le recul. C'était pas forcément un plus pour notre pays. Effectivement, un plus peut-être sur un angle, mais on a perdu la valeur du travail. Il faut qu'on reprenne réellement la valeur du travail. Le président de la République en a parlé dans sa dernière intervention sur la reprise réelle de la valeur du travail. Aller vers la production locale. On est devenus rentiers, tous rentiers. Oui. On avait un matelas financier qui était là, qui vient du pétrole. Ma foi, les gens avaient ce confort en disant que oui, l'État, il est là, on peut construire des logements, on peut construire des routes, on peut construire des ports, on a des moyens, on peut construire des écoles. Bon, je pense que notre infrastructure est assez bonne maintenant. Il faudrait passer maintenant à faire une infrastructure de l'économie, avoir une vision, ne plus faire des visions à court terme, voilà. Non, à long terme et ne plus être réellement dans cette vision, je dirais, limitée. Et avoir une économie qui, encore une fois, qui n'a rien à envier à ce qu'on voit à l'étranger. Une économie qui n'est plus basée sur des autorisations, des licences, des agréments. Tout ça fait que, encore une fois, ça a prouvé son échec. Vous avez parlé, M. Mekides, des grands groupes aussi que les startups. Bien sûr, les grands groupes, il faut les renforcer. C'est une locomotive réelle de l'économie. Mais les grands groupes, on doit leur aussi permettre d'aller investir à l'étranger. Il faut que les banques jouent le jeu. On a des grands groupes qui arrivent à une taille critique aujourd'hui. Ils doivent aller racheter des entreprises à l'étranger, investir, faire des investissements à l'étranger.
Nous, aujourd'hui, la banque est un frein réel. Vous vous demandez Moi, est-ce qu'on je suis exporte. d'accord avec vous. Oui, je suis Mais on d'accord ne avec peut vous. même pas recruter un commercial d'une manière officielle par la banque, mais pour aller démarcher des clients dans des pays à l'étranger. Tout Le à faire, fait, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je pense que il va falloir effectivement donc s'appuyer sur de nouveaux moteurs de la croissance qui vont diminuer l'appel aux devises et qui vont au contraire créer donc avoir donc une génération de devises à l'extérieur. Je pense à des secteurs sur lesquels donc dans le cadre d'une vision à long terme, sur lesquels on a déjà des prémices positives. Je pense à l'industrie pharmaceutique, sur lesquelles donc déjà on peut dire que sa cette branche, nécessité en temps de crise. non, aussi, pas uniquement parce que l'Algérie a commencé à développer cette branche malgré toutes les difficultés depuis déjà plus d'une décennie, et que c'est les fruits de cette expérience de jeunes capitaines de l'industrie algériens qui se sont lancés dans cette branche et qui peuvent faire mieux et plus, y compris à exporter. Je pense aux matériaux de construction. On est exportateur de ciment, on est exportateur, et sur la construction, on ne peut plus, avec l'après-Covid, vous pensez qu'on pourra faire venir 2000 ou 3000 Chinois pour nous construire nos logements ou faire venir des Philippins c'est terminé ça. Il va falloir que ça soit fait par les Algériens. Et dans l'industrie des matériaux de construction, on a des perspectives avec la zone africaine de libre-échange, des perspectives très intéressantes d'exportation. Et cet aspect, l'agroalimentaire. Maintenant que les actifs ont diminué de façon importante, on peut racheter des équipements pour développer l'ensemble des filières dans l'agroalimentaire pour lesquels… Orienté vers la transformation, aujourd'hui, c'est ce qui fait… Alors, tout ça, c'est des nouveaux moteurs de la croissance sur lesquels il va falloir s'appuyer et qui peuvent présager que finalement, il y a quand même des notes d'optimisme. Alors, en tout cas, moins de pessimisme. Quand on parle d'exportation, moi je pense qu'il faut être dans les deux axes. Exporter un produit, c'est une excellente chose. Exporter des services, c'est encore très bien. Mais il faudrait pouvoir aussi exporter. Nous avons des entreprises qui peuvent demain délocaliser leurs équipements. Aller en Afrique, ils ont des usines qui sont déjà amorties, qui sont en très bon état de fonctionner. Il faut leur faire vraiment des facilitations pour qu'elles puissent réellement peut-être aller juste s'installer, démonter leurs équipements et aller le mettre juste à côté dans des pays où il n'y a pas encore libérer l'économie. Aujourd'hui, on parle de libérer l'économie. On parlait de la pharmacie, tout ce qui tourne la pharmacie, et on parle de matériaux de construction, on parle des matériaux de produits l'agro-industrie. Nous avons, je pense, des champions, nous avons des experts. Le plastique, tout ce qui tourne autour de plastique. Oui, sur le plastique, justement, c'est très important. Sur le plastique, je vous cite l'exemple extrêmement intéressant d'un investissement que Sonatrach de polypropylène fait en Turquie avec les Turcs, qui d'une part assure des débouchés à nos quantités importantes de GPL, de butane et de propane que nous produisons et que nous devons exporter. Nous avons la concurrence de l'Arabie Saoudite et d'autres pays, et aussi de produire de façon importante du polypropylène en Turquie, qui est donc un produit qui est demandé et pour lesquels donc Sonatrach se place. Ça, c'est un exemple. Donc, sur les types, si vous voulez, d'investissements sur lesquels également nos entreprises privées peuvent se positionner à l'international de façon… Alors, à vous écouter, messieurs, aujourd'hui, les alternatives sont réelles, sont bien présentes. Nos ressources nous permettent d'aller vers ce nouveau modèle économique tant et si peu si on pouvait mettre en place les mesures adéquates pour booster l'investissement. Je terminerai peut-être ce débat sur une question, c'est cette tripartite qui devrait se tenir d'ici les semaines à venir. Le chef de l'État l'a annoncé lors du Conseil des ministres. Vous, en tant que patronat, vous aviez appelé aussi à la tenue de cette réunion qui réunit nos patronats, syndicats et gouvernement. Sur quoi devra-t-elle porter cette tripartite, M. Aguilar? Principalement, elle va porter déjà sur la situation actuelle du Covid, la situation, comment accompagner les entreprises maintenant, principalement, et surtout parler de l'après-Covid. On ne peut aujourd'hui parler de tout ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui sur les réformes de ce nouveau modèle économique. Comment se préparer, comment s'y préparer très bien, mais pour préparer la tripartite, je pense qu'il faut au préalable qu'on sache dans le détail en fait les sujets qui vont être traités, la loi de finances complémentaire de quoi elle va porter,
et ça peut être aussi une occasion de parler, encore une fois, c'est une rencontre importante, ça rencontre le patronat, ça rencontre les partenaires sociaux et ça rencontre le gouvernement. Je pense que ça dure sur une journée ou 2 journées, ou je ne sais combien de journées, mais il faut aller en tout cas vers cette tripartite, car des décisions importantes peuvent en sortir. Nous avons effectivement appelé à ce type de rencontre, nous avons appelé à la concertation d'une manière générale, où on ne veut pas subir, je dirais, des lois, on découvre les lois dans les journaux comme ça se faisait avant. C'est la concertation, c'est d'être associé dans la prise de décision, de la concertation sur la finance complémentaire, sur les lois qui vont traiter directement, qui ont un lien sur l'investissement, sur l'économie en général. Je pense que ça l'a été. Nous avons eu le plaisir d'échanger avec beaucoup de ministres. Ça l'a été actuellement, justement, la concertation suite à cette crise sanitaire que nous vivons. Vous avez été appelé à participer à des réunions avec le gouvernement et les partenaires sociaux. Ben, tout à fait. Nous avons commencé déjà avant même que le Premier ministre, il y a eu des ministres qui nous ont appelés. Monsieur Egli, oui, on ne vous reçoit plus. On reprend avec vous, M. Mekidech, pour terminer sur cette tripartite qui devrait se tenir dans les semaines à venir. Moi, je pense qu'elle est requise parce qu'il s'agit de consolider un consensus social. Donc, d'abord entre les partenaires sociaux qui sont la composante vive, si vous voulez, et qu'il va falloir donc préparer bien les dossiers parce qu'il s'agira des questions assez complexes, celle de la sauvegarde de l'emploi, parce qu'on perd, selon certaines estimations, entre le tiers à la moitié des emplois dans certaines entreprises. Donc, la sauvegarde de l'emploi, également donc, la reprise des activités, comment, l'après-Covid, tous ces aspects, et également donc, avoir un véritable pacte économique et social rénové, assis sur des bases nouvelles, pour la nouvelle économie et la nouvelle Algérie. Alors ça à mon avis, doit être décliné sectoriellement, mais décliné aussi, décliné à travers les positions qu'ont à la fois les partenaires sociaux, les syndicats et les pouvoirs publics, les exigences et les contraintes de chacun. Et ça, ça nécessite des discussions. On est complètement lié, M. Mekidech, oui. Alors, on arrive un peu à terme d'émission. Ce sera votre dernier mot sur… Je revendique, rapidement, je continue sur la question. Le but, effectivement, suprême, c'est le maintien de l'activité économique, la préservation de l'emploi et la relance de l'activité par la croissance. C'est les 3 premiers axes. Et ça ne va pas être facile. Ça va pas être facile, mais c'est possible. Oui, tout à fait. Voilà. Merci, messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation, malgré aujourd'hui une connexion un peu instable. Il va falloir améliorer. Notre question. Voilà. C'est un appel que je lance. Donc, merci à vous tous. Merci, M. Egli. Merci, M. Mekidech. Au revoir. Et très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir. Merci. 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 Au revoir. Au revoir.